Bonsoir à tous, merci d'être présents. Bon, il y a eu quelques absents parce que la circulation est compliquée comme d'habitude, en plus sans compter les gens qui sont malades. Donc bienvenue chez FI Aquitaine. Donc moi je suis Martin Schnatter, le fondateur de FI Aquitaine, Muriel Dodignon, l'autre expert comptable, la deuxième expert comptable cabinet. On devait avoir Mélissa Bourbon, la troisième expert comptabilité, mais elle est malade. Donc on va faire sans elle. Donc on va vous parler, comme on le fait tous les ans, donc de la loi de finances, donc des différentes mesures fiscales et sociales. Alors vous avez deux textes essentiels, la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale, qui contient des mesures en matière de droit social. C'est les deux textes fondateurs qui permettent de financer le budget d'État. Alors évidemment, on va vous parler pas du tout des recettes et des dépenses de l'État qui sont contenues dans la loi de finances. On va vous parler essentiellement des mesures fiscales et sociales qui vous intéressent à la fois en tant que particulier ou en tant que professionnel. Alors, comme je disais à certains là, dans l'entrée, la loi de finances, il y a énormément de mesures, dont certaines mesures qui sont importantes et qui intéressent les entreprises, et d'autres qui sont des micro-mesures qui intéressent juste quelques entreprises en France. Alors, ça peut être des entreprises de taille très importante, ça peut être des entreprises qui sont dans certains secteurs d'activité, ou des entreprises qui sont dans certaines zones géographiques. On verra tout à l'heure, le zonage a été modifié. Voilà. Donc ces mesures qui concernent peu de monde, on les écarte et on va vous parler essentiellement des mesures qui intéressent le maximum de personnes. Voilà. Le support, évidemment, vous l'aurez, c'est pas la peine de prendre des notes à toute volée, vous aurez le support. Et je vais passer la parole à Muriel qui va faire une grosse partie de l'exposé sur aussi la partie de Mélissa. Voilà. Ok. Alors, comme chaque année, ceux qui ont l'habitude de... Ah, ça passe pas. Ça passe pas aussi bien. Ça commence bien. J'appelle la régie. Oui, la technique, c'est moi. Voilà. Ah, merci. Je vais appuyer sur le bouton, je servirai à quelque chose. Ok. On commence par les dispositions qui sont applicables aux particuliers. C'est le plus gros paquet de la loi de finances qu'on va vous présenter ce soir. Donc là, c'est les évolutions qui ont été prévues, qui sont tombées en fin d'année, toujours fin décembre, et qui ont été votées. On commence toujours par la même chose, l'impôt sur le revenu. Donc comme chaque année, les tranches de l'impôt ont été modifiées. Là, elles ont été revues en fonction du taux de l'inflation notamment. Donc on a des tranches qui, on vous met au départ ce qu'il en était en 2022, où elles s'arrêtaient chacune, et la limite supérieure qui a été modifiée à chaque fois cette année. Les taux, en revanche, n'ont pas changé. Donc on a toujours 5 tranches de gâteau, une qui est gratuite, et puis après les autres plus ou moins chères. Donc 0%, les revenus qui vont jusqu'à 11 294 €, pas d'impôt. Et puis ensuite, au fur et à mesure des revenus du foyer, on a 11 294 à 28 711%, et ainsi de suite, on monte à 30, puis à 41, à 45, pour ceux qui ont des revenus taxables supérieurs à 177 000 €. Je vous rappelle que le barème fonctionne quand vous changez de tranche. C'est uniquement pour les revenus additionnels, vous êtes taxé à la tranche supérieure. Hein. Tout le monde bénéficie de la tranche à 0, quel que soit son revenu, la tranche à 11, etc. D'accord ? Et c'est par part. Hein. C'est-à-dire qu'un couple marié a 2 parts, donc on multiplie évidemment le chiffre par 2. Voilà. Ensuite, tout ça, ça va avec le pavé de l'impôt sur le revenu. Hein. Vous allez voir, il y a plein de choses qui ont été changées, mais c'est juste un réajustement en fonction de l'inflation notamment. Donc là, c'est le montant maximum de l'avantage lié au quotient familial qui est revu. Donc là, de même schéma que les tranches précédemment, ça a été revu à la hausse pour la demi-part supplémentaire pour le quotient familial. Après, de la même façon, lorsqu'il y a une part qui est accordée au titre du premier enfant à charge de personnes célibataires, divorcées ou séparées, donc là, ça a été revu à la hausse. Et de la même façon, pour la demi-part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge de personnes célibataires divorcées. Donc à chaque fois, vous verrez que c'est revu à la hausse. C'est déjà intégré à la déclaration d'impôt sur le revenu que vous aurez à remplir bientôt. De la même façon, lorsque vous rattachez vos enfants majeurs au foyer, les avantages ont été revus à la hausse. Donc, un abattement pour rattachement d'enfants mariés pas accès aux charges de famille, il a été augmenté de 300 €. La limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur a été revue dans les mêmes proportions. La limite de la déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur chargé de famille, bon, c'est le double de ce que vous voyez précédemment. Et la limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur marié ou pacsé, elle a été aussi augmentée. Je vous rappelle à chaque fois que vous avez un enfant, il faut se poser la question du rattachement ou pas. Il y a une simulation à faire pour savoir s'il est plus intéressant de verser une pension
ou d'avoir la demi-part qui en général se rattache, est attribuée à une personne rattachée à un foyer fiscal. La décote. Alors la décote, c'est un système de lissage de l'impôt vers le bas. C'est pour ceux qui ont un faible impôt. Le système fiscal fait qu'il y a une décote qui est calculée automatiquement par l'ordinateur des impôts. Donc après, c'est un calcul savant, mais ça augmente encore cette année au niveau de la décote automatiquement appliquée dans le calcul de l'impôt. Alors là, c'est intéressant. Donc c'était un dispositif qui avait été mis en place jusqu'à 2023. Donc c'est la fameuse prise en charge des frais de transport. Alors, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent se cumuler, et notamment la prime transport, c'était quelque chose qui a été mis en place pour permettre de couvrir les dépenses de votre personnel, enfin du personnel à la base, en tant que chef d'entreprise, notamment les dépenses de recharge des véhicules hybrides, véhicules électriques, et le carburant aussi des véhicules qui fonctionnent au gasoil et à l'essence. Elle avait été augmentée en 2023. Elle était passée en maximum versé à 700 € et ils le maintiennent encore pour 2024-2025. Donc ça a été prolongé pour 2 ans. De la même façon, ils avaient réfléchi pour inciter les employeurs à contribuer un peu plus au remboursement des frais de transport de leurs salariés. Donc la règle jusqu'à présent 2023, c'était rembourser 50% des abonnements au titre de transport. Et là, sauf qu'en 2023, ils ont assoupli, ils ont dit qu'un employeur pouvait verser jusqu'à 75% du montant à valeur faciale du titre de transport. C'était que pour 2023, mais en fait, ça continue à produire son effet. Donc, pour ceux qui souhaiteraient, qui sont employeurs, verser un peu plus que les 50% demandés, ils auront le droit de le faire, il n'y aura pas de charge supplémentaire pour les salariés concernés. Et il y avait aussi un dispositif qui permettait de cumuler ces deux dispositifs-là. Donc, ça continue aussi à produire effet pour 2024 et 2025. L'exit tax, alors ça c'est pour les résidents fiscaux, anciens résidents fiscaux français qui sont partis à l'étranger. Il y avait un dispositif qui permettait de ne pas payer leur impôt en quittant la France. Sauf qu'il y avait un petit vide au niveau fiscal, donc sur la période qui était entre le 3 mars 2011 et le 31 mars 2013. Donc ça a été corrigé. Donc du coup, un dégrèvement aussi a été appliqué pour les particuliers qui ont quitté la France entre 2011 et 2013. C'est un régime un peu particulier, on va passer rapidement. Là, c'est au niveau des bulletins de paye, si vous avez des salariés, vous voyez qu'il y a un taux de prélèvement à la source qui apparaît, qui est fixé par l'administration fiscale en fonction des revenus déclarés l'année précédente par le foyer en question. Sauf qu'il y a des grilles par défaut du taux de prélèvement à la source qui sont données par l'administration fiscale. Elles ont toutes été revues à partir du 1er janvier 2024. Donc ça varie en fonction de la tranche de rémunération du salarié, ça va jusqu'à 43% de... C'est ceux qui gagnent plus de 57 000 € net par mois, c'est pas tout le monde. Donc ils actualisent les taux de la même manière, c'est normal. Non. Mais là, en revanche, c'est assez intéressant. Jusqu'à présent, l'administration fiscale nous a mis en place le prélèvement de l'impôt à la source. On a vu cette révolution il y a quelques années. Et ils avaient opté à l'époque pour un taux du couple, du foyer. Donc on appliquait par défaut aux salariés le taux du foyer, le taux qui était calculé sur le foyer. Bon, ils ont fait machine arrière pour l'année 2025. Donc, ils se projettent le temps de préparer leur machine et leur calculateur, donc 1er septembre 2025. Ce sera un taux individualisé systématiquement, sauf si le foyer fait une demande d'avoir un taux pour l'ensemble du foyer. Donc c'est l'inverse de ce qu'il y avait jusqu'à présent. Ça revenait à pénaliser dans un couple celui qui avait des faibles revenus, qui se voyait ponctionner son salaire d'un taux qui était lié à la rémunération de son conjoint. Donc en fait, ils ont changé le système par défaut à partir du 1er janvier 2022, du 1er septembre 2025, ce qui est plus logique sur le plan économique. Ça ne change rien, je vous rappelle, ça ne change rien au calcul de l'impôt final. Hein. C'est le prélèvement à la source. Non. Je vous rappelle, c'est qu'un acompte d'impôt, hein, d'accord. Ça ne change rien à la note finale. C'est juste que je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas modifier l'option sur le site impôt.gouv.
Oui, On mais il y pouvait en a faire. plein qui ne devaient pas comprendre la manipulation à faire. Et Ouais. donc, pour éviter les crises dans les foyers, je pense que l'administration fiscale... Ou alors, à force Non, mais je pense d'entendre... qu'ils voilà, ils ont dû avoir des réclamations, beaucoup de réclamations en disant comment ça se fait qu'on me prélève autant sur mon salaire. Je gagne très peu. Et donc l'administration fiscale de répondre, c'est parce que vous avez oublié de demander l'option. Donc en fait, ils ont mis ce système de taux individualisé par défaut. Ils changent la règle. Ça résout des problèmes de confidentialité. Oui, c'est vrai. Et ça, oui, ça peut Tout à résoudre des fait. problèmes de confidentialité. C'est-à-dire qu'effectivement, si dans un coup, vous ne savez pas ce que gagne votre conjoint, vous pouvez découvrir qu'il a des gros revenus en faisant ponctionner son C'est impôt. plutôt à l'employeur ou au conjoint. Ou à l'employeur du conjoint, oui, effectivement. Ou alors, moi j'ai enquête, ou alors les impôts en avaient marre d'avoir l'assistance technique en ligne en disant je veux changer le taux, je n'y arrive pas, donc ils gagnent du temps pour leur personnel. C'est possible, il y a plein d'explications, mais en tout cas, ça évolue. Donc là, c'est les réductions d'impôts pour dons. Donc on a traversé des années difficiles ces derniers temps et ils avaient augmenté les réductions d'impôts pour les dons à Simili Coluche. Donc c'est les dons à des associations pour aider les personnes qui ne peuvent pas avoir de soins, qui ne peuvent pas se loger, donc, et les gens qui sont dans des situations très compliquées. Le plafond de réduction d'impôts, il a été augmenté et c'est pérennisé jusqu'à 2026. Donc on est passé à 1 000 € au lieu de 572. Et le taux de réduction pour ce type de don, il est à 75% des dépenses engagées. Donc c'est 1 000 € au-dessus des 20% de revenus. Pardon ? Non, c'est 1 000 € de réduction d'impôt. Oui, au titre de ces dons-là. Là, vous allez voir, il y a un certain nombre de corrections aussi qui ont été faites par rapport à des choses qui étaient pas logiques, peu logiques. Il y a certaines personnes qui ont souscrit des contrats d'assurance rente sur vie, donc c'est notamment ceux qui avaient des ayants droit handicapés, atteints d'une infirmité. Donc ça permet de déduire de ces revenus un certain montant, quand bien même la personne qui est leur ayant droit est majeure. Et alors qu'avant, c'était réservé à une minorité, ceux qui avaient moins de 18 ans. Donc là, ils ont corrigé le deuxième aspect. Ceux qui ne pouvaient pas acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, même majeur. Donc là, ça permet de déduire un peu des revenus. Là, je crois que c'était vous, non ? Non, c'était Ah non, c'était encore moi. pas de chance. Il y a eu, vous connaissez peut-être la réduction IR-PME, donc c'est une réduction d'impôt qui est offerte à ceux qui peuvent investir dans des PME françaises, donc ça permet de déduire, notamment pour la règle générale, 18% des versements, donc dans la limite d'un certain montant chaque année, 50 000 €, 100 000 € pour le couple. Et il y a 2 nouveautés cette année, avec des taux différents et aussi des dates limites différentes. Les 2 nouveautés sont les suivantes. On a le droit d'avoir une réduction d'impôt IR-PME pour les souscriptions numéraires au capital des entreprises d'utilité sociale qui vont être effectuées jusqu'au 31 décembre 2025. Et le taux ne sera pas 18 mais de 25% des versements. Et à l'identique, si on effectue des souscriptions au capital de sociétés foncières solidaires, le taux de réduction est aussi de 25% jusqu'au 31 décembre 2025. Donc 2 nouveaux dispositifs qui se rajoutent aux dispositifs précédents. Donc ça, c'est un système qui l'État français est obligé de demander l'accord de Bruxelles pour avoir un taux qui passe de 18 à 25. Il y a eu une période où on avait des incertitudes et donc l'accord de Bruxelles a été obtenu, donc ce qui a permis de pérenniser ce dispositif et de l'étendre à certaines entreprises bénéficiaires. La continuité du dispositif réduction IR-PME, il y a aussi un volet pour les jeunes entreprises innovantes si on investit dans le capital des jeunes entreprises innovantes. Là, le taux est supérieur à ce qu'on a vu précédemment. Il peut atteindre 30 voire 50% si le montant de la société qui est la société cible effectue plus de 30% de recherche et développement. Ils sont plus personnels. Ensuite, des aménagements de certains dispositifs qui donnaient lieu à réduction et crédit d'impôt. Le crédit d'impôt pour l'achat et la pose d'un système de charge pour véhicules électriques. Donc, ce crédit d'impôt, il s'élève à 75% du montant des dépenses supportées
sans pouvoir dépasser 500 € par système de charge. Jusqu'à présent, c'était 300 €. Donc cette année, ça a été porté à 500 € pour tout ce qui va être engagé comme dépense à partir du 1er janvier 2024. Et attention, si ça a augmenté, c'est pas pour rien, c'est parce que ça a été recentré sur les bornes de recharge électrique pilotables. Donc c'est plus... oui, bon, je sais pas. Ah bah, il faut nous dire, et ça veut dire quoi, pilotable? Ça veut dire que il y a deux systèmes de recharge électrique, de bornes de recharge électrique. Il y a l'ancien système, et ça c'est un système qui est différent. Après, moi, je sais pas Des bornes de recharge dites intelligentes. Alors, Ouais. ça, c'est comme certains crédits d'impôt, vous avez des définitions techniques. Oui. Vous avez certains crédits d'impôt, vous avez des descriptions techniques. C'est comme les vous avez Counterlinky ouais. là, qui sont capables d'émettre des données. On a un expert ici des bornes de recharge. Ah. Alors, les pilotables, c'est celles qui disposent d'une communication avec un serveur cloud où ça met, vous pouvez les piloter à distance avec le smartphone par exemple. Et est-ce que ça veut dire que les informations c'est uniquement pour l'utilisateur ou les informations dans le cloud sont réutilisées par Je d'autres? pense que c'est entre le fabricant et l'utilisateur. D'accord. Fabricant et l'utilisateur. Comme pour les chauffages. Comme pour le chauffage, voilà. Ouais, pilotable à distance. Le connecteur. Comment? Pour les factures peut-être. Pas que pour les factures. En gros, ce qu'ils souhaitent, c'est que par exemple, vous branchez votre véhicule, là par exemple, imaginez vous travaillez chez Fid Aquitaine, vous branchez le véhicule électrique sur votre borne de recharge, vous lui dites, mais tu charges pas maintenant parce que je suis pas à mon pic de production photovoltaïque par exemple, tu charges entre 14h et 16h, ou entre midi et 14h, quand le soleil fait le plus de rayonnement. En ce moment même, entre 14h et 16h. Il était au Mais masque. là, vous avez mauvais esprit. Là. Merci. Merci de la précision. Alors là aussi, c'est un crédit d'impôt qu'ils ont aménagé, qui ont prolongé notamment, c'est le crédit d'impôt pour dépenses de prévention de risques technologiques. Il y a certaines zones qui sont identifiées avec un plan de prévention des risques technologiques. Et ça peut amener certaines personnes à devoir faire des aménagements de leur habitation. Alors, soit déjà ils peuvent faire financer la moitié dans un certain plafond de 10 000 € par les sociétés industrielles qui les mettent en danger, mais ils peuvent aussi prétendre à un crédit d'impôt à hauteur des dépenses engagées. Donc, ça a été aménagé et prolongé. Ensuite, on a un crédit d'impôt possible aussi afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes. Alors, cet avantage fiscal, il a été prolongé aussi pour 2 ans. Donc, il était prévu jusqu'au 31 décembre 2023, il le prolonge jusqu'en 2025. Alors, ça s'adresse aux dépenses en faveur du handicap, donc l'aménagement de la maison pour s'adapter à un handicap, avec un plafond de dépenses aussi qui donne un crédit d'impôt. Le taux applicable 25 à 40% selon les handicaps constatés et puis les revenus. Alors, la taxe foncière, elle ne va pas disparaître. Celle-là, elle ne va pas disparaître. Mais l'État a créé 2 nouveaux dispositifs d'exonération. Un premier, pour ceux qui ont investi dans des travaux de rénovation énergétique, mais à condition que la commune décide de cette exonération. Oui. Ouais. Ah oui, c'est pas gagné. Tant de chance que de sera- gagner au loto. Ça m'est d'arrangeable, c'est sûr. Un client me l'a demandé, m'a demandé la facture. Après, les autres communes, il faut que je m'en rende. Mais ce sera qu'à partir du 1er janvier 2025. Alors 2024 pour la rénovation énergétique. Parce que j'ai un client qui m'a appelé avant-hier pour me demander. Ah ouais. Et une exonération de taxe foncière, là c'était pour les travaux de remise en état, de rénovation. La deuxième, c'est pour les constructions de logements neufs qui satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale et qui, cette fois-ci, est applicable dès à présent. Alors, le but affiché, c'est de forcer la population à prendre des décisions sur des travaux de rénovation énergétique. Parce que si on n'incite pas la population, rien ne sera fait. Donc du coup, les dépenses énergétiques continueront à courir et l'État ne pourra pas couvrir les besoins. Donc il faut trouver d'autres solutions.
Ensuite, la taxe d'habitation, elle a disparu pour les résidences principales, pas pour les résidences secondaires du tout. Ils ont aménagé 2 dispositifs de dégrèvement. Donc, un premier, c'est une possibilité de dégrèvement pour les personnes domiciliées hors de France au titre de l'année de leur retour en France. Et un deuxième dispositif qui permet de donner à une commune plus de latitude pour exonérer certaines résidences. Parce qu'avant, c'était un peu plus encadré. Là, il peut y avoir pour certaines zones plus de possibilités d'exonérer les résidences secondaires. Et enfin, alors des aménagements concernant les prêts à taux zéro. Donc là, c'est les investissements immobiliers et les prêts accordés. Si on achète un logement neuf et qu'on veut prétendre à un prêt à taux zéro, il faut que le bien soit localisé dans un bâtiment d'habitation collective. Donc toutes les résidences avec une maison d'habitation exclues. Et dans une commune placée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande. Donc, en gros, il va être concentré. Ça va être compliqué. Et il y avait aussi un prêt qui s'appelait le prêt avance mutation. Donc c'est un prêt qui peut être consenti sans intérêt pour le financement de travaux. Du coup, ça a été aménagé au 31 décembre 2027. En ce qui concerne la loi Malraux, vous savez qu'il y a un dispositif qui permet d'obtenir une réduction d'impôt importante sur des immeubles qui sont dans des quartiers notamment historiques. D'accord, le centre de Bordeaux est dans des zones loi Malraux. Et ce dispositif avait été étendu à des petites communes sur lesquelles vous aviez des quartiers anciens dégradés. Et donc, ce crédit d'impôt était arrivé à expiration au 31 décembre. Enfin, l'éligibilité de ces quartiers-là au dispositif Malraux arrivait à expiration au 31 décembre 2023. D'accord ? Et donc, la loi de finances a juste prorogé, et on a un certain nombre de dispositifs qui ont prorogé de cette manière-là, d'une année supplémentaire. Alors, ce n'est pas le dispositif Malraux le plus ancien, qui existe depuis des décennies et des décennies. C'est juste cette extension qui a été faite sur certains quartiers spécifiques ou sur lesquels la loi Malraux avait été étendue. Ce qui a été aussi prolongé, c'est la réduction d'impôt de Normandie. C'est un dispositif qui permet d'obtenir une réduction d'impôt selon un certain nombre de critères, lorsque vous faites des rénovations lourdes sur de l'habitat dégradé. Vous savez, ça a été mis en place suite au problème qu'il y a eu à Marseille avec des effondrements d'immeubles. Ce dispositif a été mis en place pour aider les propriétaires de logements insalubres à faire des travaux conséquents, ce qui leur permet, moyennant un engagement de location sur des durées assez longues, d'avoir une réduction d'impôt importante. Il faut simplement faire attention à ce que le locataire ne dépasse pas certains niveaux de revenus, donc c'est du logement à caractère un peu social, le loyer est plafonné et le montant des travaux doit représenter plus de 25% du coût global de l'opération, c'est-à-dire travaux plus habitation. D'accord ? Et ça s'applique donc dans des villes secondaires, pas des agglomérations comme Bordeaux, mais par exemple Libourne, Périgueux sont des villes qui sont éligibles à la réduction d'impôt de Normandie. Et ce dispositif donc a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2026. Et les sociétés de placement civil, placement immobilière ont été aussi aménagées. Le dispositif a été aménagé pour ces SCPI. Ce qui est important, c'est de se souvenir que ce dispositif, comme certains autres, ont été prorogés. Vous avez aussi un régime d'exonération, mais alors là, il est aussi un peu marginal, des exonérations de plus-value sur les biens immobiliers. Vous savez que seuls, normalement, sont exonérés les reventes de sa résidence principale. C'est une niche fiscale qu'on a chez nous depuis très longtemps. Les reventes de résidence principale, la plus-value est exonérée. Pour les autres biens, vous avez un système d'abattement pour durée de détention jusqu'à une durée de 30 ans. Il faut avoir 30 ans pour être exonéré totalement d'impôt sur le revenu et de CSG-CRDS. Il y a eu un dispositif qui a été mis en œuvre pour faciliter le développement du logement social, puisqu'on a une pénurie de logements sociaux, pour inciter les propriétaires à vendre à des bailleurs sociaux. Il y a eu une exonération qui a été mise en place jusqu'au 31 décembre 2023, qui est prolongée jusqu'au 31 décembre 2025. Si vous cédez des biens immobiliers à des organismes de logements sociaux et à des collectivités locales, qui derrière vont les rétrocéder à des offices d'HLM, pour faire du logement social. L'idée, c'est que les collectivités locales et les offices d'HLM
puissent avoir du foncier pour faire des constructions de logements sociaux nouvelles. Donc on incite les propriétaires, en donnant une exonération fiscale, à céder à ces organismes-là ou à ces collectivités. Une mesure qui est importante, alors ça vous avez dû en entendre parler dans la presse, ça c'est assez violent comme dispositif. Pourquoi ? Parce que c'est une disposition qui a été introduite dans la loi de finances qui a été votée fin 2023 et qui va s'appliquer aux revenus de 2023. Alors, vous avez une mesurette qui est liée à la location en meublé de la résidence principale, c'est-à-dire que vous avez des dispositifs qui vous permettent, si vous louez une chambre chez vous, d'avoir une exonération d'impôts sur les revenus ne sont pas imposables. Vous avez aussi une petite exonération jusqu'à 760 € quand vous faites, entre guillemets, du Airbnb de manière occasionnelle. Ça, c'est tout à fait marginal. On sa maison pendant les vacances une fois, une semaine. C'est très marginal. Par contre, la dernière disposition qui est en bas est assez violente, c'est que le régime de la location en meublé, et notamment le développement d'Airbnb, crée des problèmes dans un certain nombre de communes en sortant du marché de l'immobilier nu à long terme des biens qui sont loués en immobilier, en location en meublé Airbnb, parce que c'est plus rentable. Et on avait un régime fiscal qui était particulièrement privilégié, puisqu'on pouvait avoir un système sur lequel on était taxé, qu'on avait un abattement sur les revenus de 71%. Donc le législateur a mis un léger coup de rabot, vous voyez qu'on est passé de 71% à 30%. D'accord ? Donc c'est extrêmement violent et ça s'applique rétroactivement pour les revenus de l'année 2023. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont avoir quelques surprises, voilà. Avec juste la possibilité, alors notamment pour certains logements, donc notamment les logements, les meublés, ce qu'on appelle des meublés de tourisme dans des zones rurales, ou sur lequel, donc dans des zones où il n'y a pas de tension locative, là par contre on pourra avoir 21% supplémentaires, c'est-à-dire qu'on sera à 51% au lieu d'être malgré tout à 71%. Mais dans toutes les zones sur lesquelles on a des cas de figure où il y a une tension locative, l'abattement redescend à 30%. Et puis il y a une disposition aussi, le seuil au-delà duquel on passe au réel a été ramené de 188 000 € à 15 000 €. D'accord ? En fait, ils ont un peu harmonisé avec le régime du micro-foncier, d'accord, la location nue. Parce qu'il y avait une dérogation pour la location en meublé, donc tous les gens sont précipités vers la location en meublé, et là, c'est toujours comme ça, quand il y a une mesure fiscale qui intéresse beaucoup de monde, le législateur, au bout d'un certain temps, met le là, et là, ça s'est passé. Voilà. Donc ça, c'est une disposition assez importante qui va toucher quand même pas mal de propriétaires fonciers. En ce qui concerne l'impôt sur la fortune immobilière, je vous rappelle, ça vise tous les contribuables qui possèdent un patrimoine immobilier supérieur à 1 300 000 €. Là, il y a eu des précisions qui ont été apportées sur le montant des dettes déductibles. D'accord ? Donc, lorsque c'est le patrimoine net qui est imposé, lorsque on arrive au-delà de 1 300 000 €, on devient fiscalisé, mais c'est l'actif brut moins les dettes. Et il y avait une particularité notamment dans les sociétés civiles immobilières où la notion de dette n'avait pas été précisée. Autant quand on détenait le bien en direct, c'était les dettes qui ont servi à financer l'acquisition du bien, autant dans la SCI, ça n'était pas précisé, et donc on déduisait toutes les dettes des SCI. D'accord ? Donc forcément, ça diminuait la base de l'IFI. Et le législateur a changé la règle en disant il en sera pour les SCI comme pour les biens détenus en direct. Donc seules les dettes des SCI qui ont servi au financement de l'acquisition de l'immeuble seront déductibles de la base de l'IFI. Alors on a assez peu de contrôle à l'IFI sur les SCI, mais malgré tout, c'est pas neutre ça comme impact. Toutes les autres dettes, les comptes courants d'associés par exemple, qu'on déduisait de la base de l'IFI, hop là, c'est réintégré dedans. D'accord ? Donc ça va changer la stratégie patrimoniale dans la gestion des SCI. Prime de transition énergétique, alors là aussi, on a vu avec Muriel tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont là pour aider la transition énergétique. Donc, vous savez qu'il y avait autrefois un crédit d'impôt qui était extrêmement compliqué, le CITE, il fallait être plombier ou électricien pour arriver à comprendre si on était éligible au CITE ou pas. Ça a été remplacé il y a 3-4 ans par MaPrimeRénov'. Alors, ça s'appelle la prime de transition énergétique, mais on la connaît sous le nom de MaPrimeRénov'. Donc, qui était une prime sous condition de ressources, et donc la condition de ressources a été supprimée. Donc ça, c'est important parce que c'est une manière d'élargir assez fortement l'éligibilité à MaPrimeRénov'. On voit qu'ils veulent accélérer les opérations de transition énergétique. Pour donner un coup d'accélérateur, il faut débloquer tout le marché. Voilà. Deuxième mesure qui a été mise en place, l'autorisation par des mandataires de gérer l'administratif de MaPrimeRénov', parce que c'est quand même aussi assez compliqué à gérer comme dispositif. Donc l'État a créé entre guillemets une profession de mandataire à qui les particuliers vont pouvoir déléguer la gestion de MaPrimeRénov'.
mais avec un certain nombre de contraintes. Le mandataire devra être agréé, il devra rendre des comptes, et il y a des sanctions assez fortes dans l'hypothèse où le mandataire fait n'importe quoi dans la gestion des dossiers. Ça, c'est logique. Ce qui est logique. Voilà. Et des sanctions pécuniaires qui ont été alourdies à des gens qui ont demandé à bénéficier de la prime, alors qu'en fait les travaux qui ont été réalisés n'étaient pas des travaux qui étaient éligibles. D'accord ? Donc, quand vous faites une fausse déclaration pour bénéficier d'une prime, vous avez des sanctions qui ont été alourdies fortement pour vous inciter à ne pas recommencer. Là, quelques dispositions. Donc, la limitation dans le temps de certains dispositifs fiscaux, je ne vais pas en parler parce que c'est des dispositifs anciens qui étaient liés à l'investissement locatif, sur lesquels il y avait une date maximale de mise en œuvre, et ça a été, ils ont arrêté. L'expérimentation MIRAPI, c'est un dispositif qui s'occupe, c'est les communes, vous savez, où il y a eu les problématiques de submersion, d'inondation, sur lesquelles il y a eu des dispositifs qui ont été mis en œuvre pour je dirais, faire les études préalables sur la constructivité ou pas des zones inondables. Voilà, ça concerne essentiellement les zones inondables. Et le chèque énergie, je ne me souviens plus quelle est la mesure qui est afférente au chèque énergie. Ah oui, le montant du chèque énergie a été augmenté. Voilà. Donc ça, c'est des mesures qui sont... Au vu de l'augmentation du coût de l'énergie, ils ont ajusté le chèque énergie pour ceux qui devaient en bénéficier. Voilà. Plan d'épargne en action, Muriel, c'est à moi. Ouais, c'est encore vous. De Muriel et ça sort. Donc les plans d'épargne en action, donc, en fait ils ont juste ajusté un dispositif fiscal. Normalement c'est simple, quand on place son argent sur un PEA, si on laisse l'argent, enfin si on laisse ce qu'on a investi bloqué au-delà de 5 ans, c'est plus taxé. Tous les plus-values sont plus taxés. Et là, il y avait des exceptions, et là, ils ont fait une précision fiscale. Ils ont dit qu'on sera soumis à l'impôt sur le revenu le bien-être réalisé en cas de retrait de titre d'un PEA PME à hauteur de la fraction non exonérée. Après, c'était un petit point de précision, une exception. Je vous rappelle que le PEA, c'est un dispositif qui est intéressant sur le plan fiscal, d'accord ? Donc, parce qu'il y a des exonérations fiscales qui sont intéressantes pour la gestion de portefeuille titres. Et on peut mettre dans des plans d'épargne en action des titres non cotés. Voilà, ça, c'est une disposition qu'on oublie. Alors, il y a des règles, il faut détenir moins de 25% du capital. Donc, vous pouvez pas mettre, si vous êtes majoritaire, vous ne pouvez pas mettre vos titres dans une PME. Mais si vous êtes actionnaire minoritaire dans une société, les titres peuvent être mis dans un plan d'épargne en action. Et ça, c'est un peu oublié. Ils ont créé, vous en avez peut-être entendu parler dans la presse, un nouveau plan d'épargne Avenir Climat. Donc vous voyez, il y a une photo, ça s'adresse aux jeunes qui sont bientôt majeurs. Le plan d'épargne Avenir Climat a été créé par la loi Industrie verte, donc c'est tout récent. Et il n'est pas encore officialisé, mais il va rentrer en vigueur au plus tard au deuxième semestre 2024. Il est réservé aux jeunes de moins de 21 ans, exclusivement. Et en fait, ça permettra d'investir dans l'économie propre de demain, pour leur construire leur avenir de demain. La loi de finances précise le régime fiscal des produits de placement effectués ainsi que celui des bien-être réalisés lors des retraites. Mais il y aura des précisions complémentaires au cours du premier semestre avant le lancement officiel. Là, c'est un nouveau plan d'épargne. Droit de mutation et transmission d'entreprise. Donc, on a augmenté un plafond. Il y a des exonérations de droits de mutation sur les transmissions des petites entreprises. Et donc là, en l'occurrence, compte tenu de l'inflation aussi, c'était un seuil de 300 000 € d'exonération. Donc le seuil a été porté de 300 000 € à 500 000 € pour ce seuil d'exonération des droits d'enregistrement, ce qui correspond grosso modo à une actualisation liée à l'augmentation des prix. Voilà. Donc c'est un dispositif d'exonération des droits de mutation sur les petites entreprises. Pacte du Trade, donc là il y a eu le pacte du Trade, je vous rappelle, c'est un engagement de conservation des titres qui permet de bénéficier d'un abattement de 75% sur la valeur sur la base des droits d'enregistrement. D'accord ? Donc c'est intéressant à mettre en place dans des entreprises, notamment quand il y a des transmissions intrafamiliales, tout simplement parce que ça permet notamment de donner aux enfants des titres d'une société avec une base qui est de 25% simplement de la valeur de la société. La contrepartie, c'est qu'il y a un engagement de conservation des titres sur une durée de 6 ans. D'accord ? Donc il faut souscrire dans le cadre du pacte un engagement de conservation des titres, et après, si vous donnez les titres à vos héritiers,
vous pouvez être taxé que sur la base de 25% de la valeur. D'accord ? C'est très intéressant. C'est un dispositif qui est très intéressant. Par contre, il y a tout un certain nombre de conditions. C'est un dispositif qui est un peu complexe à mettre en œuvre et le texte était assez ambigu, de telle sorte à ce qu'on a eu des tas de jurisprudences qui sont venues. Parce que vous savez que quand la loi est muette, c'est les tribunaux qui interprètent. D'accord ? Et forcément, chaque tribunal interprète à sa façon. Donc, on s'est retrouvé dans le pacte d'Utreil avec une loi qui n'était pas suffisamment bien ficelée et des décisions de jurisprudence qui étaient parfois contradictoires. Donc en fait, sur un certain nombre de points, ce qu'il faut savoir, c'est que le législateur a souhaité clarifier le régime d'Utreil en inscrivant dans la loi un certain nombre de dispositions qui avaient été, avec le temps, fixées par la jurisprudence. Donc en fait, le législateur, il a fait quoi ? Il a pris dans la jurisprudence des dispositions qu'il a figées et d'autres qu'il a écartées. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de, entre guillemets, clarifier le régime du Dutreil. Par contre, il a été sorti, certains par exemple ont considéré qu'ils pouvaient dans le cadre de la loi Dutreil faire certaines activités, et donc des activités notamment de gestion immobilière, notamment la location en meublé. Certains ont pensé que dans le cadre des holdings qui faisaient de l'activité de location en meublé, on pouvait bénéficier du cadre Dutreil, et ça a été explicitement écarté par le législateur. D'accord ? Donc il faut que ce soit que le groupe ait une activité opérationnelle et pas une activité de gestion de son patrimoine, même si sur le plan économique, c'est une activité économique, la location en meublé. Voilà. Mais le législateur l'a écarté. Les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, il y a eu un tas de choses dans la presse ces derniers temps aussi. Autrefois, avant 2024, il y avait une obligation de déclarer ces crypto-monnaies uniquement pour les personnes physiques, associations et sociétés à fond de normes commerciales. Aujourd'hui, c'est étendu à tout le monde. Toutes les personnalités ou entités juridiques. Ça veut donc dire que l'État veut tout connaître de tout ce qu'on possède au niveau des crypto-monnaies. Vous allez voir, il y a le pendant au niveau des professionnels. Tout doit être déclaré. Il n'y a pas de choses qui peuvent échapper au contrôle de ce que vous possédez. Voilà. Tous les avoirs des particuliers, l'État le sait. Hein. Donc les banques doivent communiquer à l'État les éléments que vous possédez. Les crypto-monnaies, forcément, étant moins contrôlées, l'État met en place un système déclaratif. De la même manière que vous devez déclarer les comptes que vous détenez à l'étranger. D'accord ? Parce que les obligations de déclaration des banques sont à faire par les banques françaises. Et donc, comme l'État n'avait pas l'information sur les banques étrangères, elle a mis en place une obligation de déclaration des comptes que vous détenez à l'étranger. Voilà, c'est tout un tas de petites mesures qui continuent à produire leur effet. Notamment les biens spoliés, c'était les biens qui ont été spoliés en 1933 et 1945 qui sont restitués aux familles des personnes à l'époque qui ont été spoliées. Et donc il n'y a pas de taxation au moment de la restitution de la plus-value du bien, parce que certains ont pris beaucoup de plus-value. Après, il y a des petits aménagements sur le prêt à taux zéro mobilité qui succèdent. Bon, après, ce n'est pas des mesures très intéressantes. Mais après, il faut savoir que ça existe et si jamais vous êtes concerné, on peut regarder en détail. Alors là aussi, ils ont modifié la loi, en tout cas, ils en ont parlé. Et sur le plan social, maintenant, si une femme doit subir une IMG, une interruption médicale de grossesse, on n'appliquera plus le délai de carence de 3 jours pour le versement des indemnités journalières. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme prise en charge par l'assurance maladie et exigée dès le premier jour. Alors ça, c'est assez intéressant. Ils ont encadré les arrêts de travail qui sont prescrits par la télémédecine. Alors la télémédecine, c'est la médecine à distance. Donc vous appelez une plateforme et puis vous avez un médecin en face, voilà, et qui ne vous voit pas physiquement. Il n'est pas à côté de vous, donc il peut commencer à gérer un problème en urgence. En gros, c'est le principe. Ces personnes-là n'ont plus le droit de prescrire des arrêts de travail de plus de 3 jours. Alors 3 jours, je rappelle, c'est quoi le 3 jours ? C'est le délai de carence pour la prise en charge ensuite par la sécurité sociale au niveau des IJ. Donc en gros, ils ne peuvent prescrire que des arrêts de travail sans qu'il y ait d'IJ, jamais pour les personnes qui les consulteraient. Donc ça veut dire dès lors que ça coûte à la sécurité sociale, il faut que ce soit un médecin qui l'ait vu en physique. Voilà. Concrètement, c'est ce que ça veut dire. Mais je reviens quand même en arrière, ce type de médecine permet aussi quand même de renouveler certaines ordonnances, de revoir un médecin pour avoir
un traitement parce qu'on est très très mal et qu'on ne va pas aller à l'hôpital encombrer les urgences. Et si c'est juste pour prescrire un antihistaminique, un antibiotique, parce qu'on a des symptômes très faciles, identifiables, c'est quand même utile. Voilà. Oui, alors là aussi, on est de plus en plus nombreux, donc il faut partager son transport sanitaire. Ça a donné une grève des taxis, vous avez vu. Hein. Ça, c'est la grève des taxis qu'on a eu l'autre jour, c'est lié à ça. Hein. Vous avez compris. Et donc, ils ont aménagé le dispositif suivant, à savoir, il est prévu une prise en charge moindre par l'assurance maladie des frais de transport sanitaire du patient dans le cas où il refuserait la proposition qui est faite de transport partagé. Donc le principe, c'est que je mets plusieurs patients dans un taxi ou dans un VSL. C'est une économie pour la sécurité, ce qui n'est pas complètement aberrant, mais ça ne plaît pas au taxi, forcément, parce que ça fait moins de transport, puisqu'ils sont partagés. Voilà, on passe. Alors, là aussi, c'est des aménagements pour faciliter le contrôle par l'État et par les impôts. En France, évidemment, on a le droit d'être particulier employeur, c'est-à-dire on a un salarié à domicile qui fait des tâches pour nous. Sauf que, à partir de 2024, tous les particuliers employeurs ont l'obligation d'utiliser un compte bancaire domicilié en France, dans l'espace unique de paiement en euros dont ils sont titulaires. Donc, ils verrouillent qui peut payer avec quoi. Voilà. C'est un problème de traçabilité là aussi. Hein. Blanchiment. Le dispositif d'avance immédiate a été prolongé. Alors, c'est quoi ce dispositif? Vous voyez sur certaines plateformes services à la personne en ligne, notamment bricolage, jardinage, ménage, ils vous disent ne vous inquiétez pas, on fait automatiquement les démarches pour vous auprès des URSSAF et on vous avance les 50% de votre crédit d'impôt et de votre réduction. Alors, ça continue à produire son effet jusqu'au 1er juillet 2027. Retraite progressive, alors là c'est pareil, c'est une petite correction de ce qui avait été prévu à l'origine. La retraite progressive, elle était réservée aux salariés jusqu'à présent. Il y avait quand même une grosse partie de la population qui avait été oubliée. Chef d'entreprise. Voilà. Sans chef d'entreprise, il y a pas beaucoup de salariés, donc ce serait bien quand même de penser à eux. Donc ils ont corrigé le dispositif et dès lors que les chefs d'entreprise ont droit à la retraite, ils peuvent commencer à faire à demander la retraite progressive, comme les salariés. Et là, c'est aussi sur le plan social, le pendant de tout à l'heure, un certain nombre de petites mesures qui ont été mises en place. On passe rapidement. Oui. Deuxième partie, les dirigeants et travailleurs indépendants. Alors, je vais répondre. Voilà, c'est interne. Donc, expérimentation relative à la modulation des cotisations en temps réel. Alors ça, c'est pas mal. Le système des travailleurs non salariés est un système à temps décalé. C'est-à-dire, vous percevez un revenu en tant que gérant, chez l'entreprise TNS, et en fait, les charges définitives seront calculées dans un an et demi, définitivement. Alors, quand vous aurez déclaré vos revenus non salariés sur votre déclaration d'impôt sur le revenu en avril-mai. Là, ils envoient aux URSSAF. Les URSSAF calculent la régularisation qui correspond à l'année précédente. Et là, vous avez un échéancier qui vous est proposé pour solder. Ou alors, ça vous est remboursé. Ils ont testé ces 2 dernières années un dispositif, à savoir la modulation en temps réel, qui permettrait d'avoir un peu à l'identique quand on a un bulletin, on a les charges immédiates. Donc là, ce serait beaucoup plus rapide au niveau des régularisations. Alors ça va marcher surtout pour les gérants majoritaires. Parce que là, c'est les travailleurs non salariés. Vous avez 2 types de travailleurs non salariés. La personne qui est en entreprise individuelle, où là, c'est quand même pas forcément facile de calculer son résultat. D'accord ? Alors, on est sûr du résultat à la fin d'année, mais en cours d'année, c'est un peu plus aléatoire de connaître le résultat. Par contre, pour un gérant majoritaire, c'est facile, puisque ça, c'est lui qui fixe un montant de prélèvement qui est ensuite ratifié par une décision d'Assemblée générale. Et donc là, l'avantage qu'il y a, c'est quand un dirigeant baisse sa rémunération ou au contraire l'augmente, il pourra demander à ce que ses cotisations soient ajustées, alors que jusqu'à présent, les cotisations sont appelées de manière à titre d'acompte sur la base du revenu de N-1,
et sont régularisés en N+1 sur la base du revenu de N. D'accord ? Donc il y a un différé relativement important dans la régularisation. Comme autrefois, l'impôt sur le revenu, c'était la même chose. Hein. Donc on régularisait a posteriori. Et donc là, la disposition permettra au chef d'entreprise de demander à l'URSSAF que sa cotisation soit modulée en fonction des rémunérations, de la variation des rémunérations qu'il a décidées. Après, on a quand même un petit souci sur le compte des URSSAF, c'est qu'il ne met pas tout l'historique de tout ce qui a été fait comme échéancier. Et donc, du coup, à l'instant T, on n'a pas ce qui avait été décidé comme appel de cotisation. Donc, on a beaucoup de mal, nous, à notre niveau, à reconstituer les historiques des appels. Ça devient très dur. Mais on simplifie les choses. Mais on simplifie. Le calcul des cotisations sociales, vous n'avez peut-être pas regardé à la loupe vos avis d'appel cotisation URSSAF, mais il y avait deux lignes. Enfin, il y avait la ligne qui servait de calcul à la CSG-CRDS et les autres lignes. En fait, ils veulent uniformiser. Donc, je suis allée balader sur le site des URSSAF là, avant-hier, et je n'ai pas trouvé l'application claire de cette mesure, mais ça va être mis à jour. Le principe de base, c'est que les bases des cotisations sociales obligatoires et la base de la CSG-CRDS soient les mêmes. Voilà. Donc, ce qui est plus facile, on a eu du mal à comprendre pourquoi il y avait deux bases qui étaient différentes. Donc ils ont harmonisé le système pour mettre une base unique. Voilà. Après, il faut effectivement qu'ils ajustent ils ont les dit systèmes. le système de calcul sera défini clairement. Moi j'attends, mais dès qu'on l'aura, on vous le communiquera. Ah bah la hausse. Enfin, ils ont dit que c'était à la hausse, mais après que ça allait être réajusté par le biais des taux pour que ce soit neutre. Oui, comme ils avaient à l'époque où il y avait eu l'abattement forfaitaire pour les salariés, les plus anciens se souviennent, on avait un abattement de 20% sur les salaires, ils ont supprimé l'abattement de 20%, ils avaient quand même joué sur le taux quand même. Hein. Ils avaient adapté Mais le je taux. ne pense pas que ce sera exactement identique, donc ça donnera lieu à une augmentation. Alors en ce qui concerne les mesures concernant les entreprises, donc vous avez un dispositif qui s'appelle les jeunes entreprises innovantes, sur lequel il y avait pour des entreprises qui correspondent à un certain nombre de critères, il y a 8 critères qui sont à remplir pour rentrer dans le dispositif. Concrètement, c'est des entreprises qui consacrent grosso modo plus de 15% de leur chiffre d'affaires à une activité de recherche-développement. Et il y avait on pouvait bénéficier de deux régimes, à la fois une exonération d'impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, c'était marginal, il n'y a pas beaucoup d'entreprises individuelles qui étaient GUI, l'impôt sur les sociétés, total, la première année où on était bénéficiaire, la première année où n'était pas forcément la première année d'exercice, mais la première année où on était bénéficiaire, on avait une exonération totale d'impôt sur le revenu et un abattement de 50% sur la deuxième année. Donc cet avantage fiscal, il est supprimé pour toutes les JEI qui sont créées à partir de janvier 2024. Bon, pourquoi? Là, je n'ai pas d'explication. Par contre, ce qui est maintenu, c'est tous les abattements qui sont en matière sociale. C'est-à-dire que vous avez des réductions de cotisations sociales qui s'appliquent aux cotisations sociales versées cotisations sociales à payer par les jeunes entreprises innovantes sur les salaires qu'elles versent. Et ce dispositif en matière sociale, lui, il est par contre maintenu. D'accord ? Et c'est ce qui est le plus important en fait dans la pratique. Donc il faut savoir ça, c'est une modification du régime des jeunes entreprises innovantes. Deuxième dispositif donc, qui est prorogé, alors là on ne va pas rentrer dans le détail, mais par contre il faut savoir que ça existe. Vous avez tout un certain nombre de zones au niveau du territoire français. D'accord ? Donc ça peut être des zones à finalité régionale, ça peut être des zones franches urbaines, ça doit être des territoires de développement prioritaire, des zones de défense. Voilà. Et donc ces zones-là s'appliquent d'abord dans des zones très particulières. Donc il faut vraiment, en fonction du lieu d'implantation d'entreprise, vérifier si vous êtes éligible à tel ou tel dispositif. Et ce sont des dispositifs qui sont toujours pour des durées déterminées. Il y avait tout un certain nombre de dispositifs qui arrivaient à expiration au 31 décembre 2023. Donc, un certain nombre de dispositifs ont été prorogés, pour certains jusqu'au 30 juin 2024, tous ceux qui concernent les ZRR, 30 juin 2024, mais ça c'est logique parce que les ZRR sont remplacés par un autre dispositif sur lequel on va revenir, et d'autres dispositifs sont prorogés soit jusqu'au 31 décembre 2024 ou au 31 décembre 2026 selon la zone. Donc ça va être un peu compliqué parce qu'il faut faire attention vraiment à l'endroit où on est. Par contre, ce qui est important, c'est un système sur lequel, dès lors que vous êtes rentré
dans le régime, c'est pas parce que le régime s'arrête que vous n'en bénéficiez pas après. D'accord ? C'est-à-dire que quand un régime se ferme, il se ferme pour les nouveaux entrants dans la zone. D'accord ? Mais il continue à s'appliquer pour les gens qui sont déjà là. C'est logique, parce que sinon, ils seraient spoliés par le fait je m'implante en ZRR, et puis 3 jours après, boum, ça se ferme et j'ai plus droit aux avantages. Non, ça ne marche pas. Dès lors que vous êtes rentré alors que la zone était ouverte, vous continuez après la fermeture de la zone à en bénéficier. D'accord ? Donc ce qu'il faut savoir, c'est d'abord l'existence de ces dispositifs de zonage, ça c'est important. À chaque fois, il faut se poser la question où est-ce que je suis implanté et à quoi j'ai droit. Et puis savoir que ces dispositifs sont des dispositifs d'emploi, donc il faut rentrer parfois dans les zones au bon moment. Donc si vous créez un établissement secondaire, si vous implantez dans une zone, il faut faire attention à la date à laquelle vous envisagez de faire ce dispositif. Donc ce que je vous ai dit, c'est que à partir de tout ce qui est les ZRR, donc ont été prolongés jusqu'au 30 juin 2024, d'accord ? Forcément parce qu'ils s'arrêtaient au 31 décembre et le temps de mettre en place le nouveau dispositif, donc ils les ont prorogés jusqu'au 30 juin. Et à partir du 1er juillet, on crée France Ruralité Revitalisation. C'est beau, hein ? D'accord ? FRR. FRR. Donc de ZRR, on devient FRR. Et FRR+, il y aura 2 catégories de France Revitalisation Ruralité. D'accord ? Donc c'est un dispositif qui va notamment permettre aux entreprises qui se créent dans la zone d'avoir, alors c'est assez proche en fait du dispositif qu'on avait dans les ZRR, donc d'avoir notamment une exonération d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, hein, sur la partie revenu professionnel, pendant les 5 premières années, puis ensuite une imposition progressive, c'est-à-dire en fait, c'est l'abattement qui se réduit, l'abattement qui était de 100% les 5 premières années, va se réduire sur les 4 années qui suivent. D'accord ? Et ça va s'appliquer donc soit aux créations d'établissements, mais aussi aux reprises d'établissements. D'accord ? Dans une optique de maintien de l'emploi, on donne un avantage quand on reprend une entreprise. Donc ça, c'est très important pour ceux qui ont des velléités de reprendre une entreprise. La reprise d'entreprise dans ces territoires-là est aidée. Bon. Alors, sauf évidemment des montages frauduleux, vous vendez à votre fils, d'accord ? Donc si ça reste dans la famille, ça ne marche pas, parce que sinon ça serait trop facile. On passerait son temps à se revendre des entreprises. Bon. Donc il y a évidemment des dispositifs anti-abus, mais si c'est une vraie reprise, il y a des systèmes d'exonération qui sont quand même relativement importants, parce que des exonérations de 100% du résultat, c'est pas neutre. Il ne faut pas croire, mais une grosse partie de la France était en ZRR. Ouais. On ne se rend pas compte, mais il y a énormément de communes. Alors c'est par commune, le découpage, donc vraiment les communes entières. Il y a énormément de communes en ZRR. Ça, j'en ai parlé, exonération. Ah oui, ça c'est un dispositif complémentaire. C'est souvent, alors c'est le pendant, c'est-à-dire que l'État est collecteur de l'impôt sur les sociétés, donc met en place une exonération d'impôt sur les sociétés et autorise les collectivités locales à mettre en place des exonérations de taxes foncières et de CFE qui sont des impôts locaux. D'accord ? Alors là, par contre, la différence, c'est autant l'impôt sur les sociétés, c'est une décision d'État, l'État décide d'exonérer, autant là, c'est sous réserve d'un vote des collectivités locales. Donc non seulement il faut que vous soyez dans le territoire France Ruralité Revitalisation et que vous soyez posé la question de savoir ou interroger votre communauté de communes, en général c'est les communautés de communes, s'ils ont voté l'exonération de taxes foncières, l'exonération de cotisations foncières. C'était déjà le cas avant, hein, d'accord ? Donc sur le plan pratique, c'est une prorogation du système et ça complique un petit peu les choses. L'exonération n'est pas acquise de plein droit. Aménagement de distribution entre groupes, ça je passe, c'est issu d'une réglementation européenne sur les distributions de dividendes entre pays européens dans des groupes intégrés, je vous passe. D'accord ? Imposition minimale des groupes, je vais passer aussi, personne n'est concerné, personne ne fait 750 millions d'euros de chiffre d'affaires minimum dans les Oui, je passe. Ça veut dire qu'ils veulent taxer ceux qui font des énormes... Voilà, ça vise les groupes internationaux, les multinationales, les GAFA notamment, qui font des gros chiffres d'affaires en France, mais qui, comme par hasard, font des résultats, payent 0 d'impôt parce que forcément le résultat est transféré dans des pays comme l'Irlande, par exemple, c'est bien connu. Et donc c'est un impôt minimum qui vise ces grands groupes-là. Voilà. Je passe rapidement. Alors ensuite, là on voit, donc c'est les dispositions applicables aux entreprises. Développement durable, hein. On voit tout. Hein. Vous voyez qu'on passe de l'entreprise, la multinationale qui fait plus de 750 millions à la mise à disposition de vélos. Hein. C'est en gros là on est vraiment dans en incitation à la démarche RSE pour les entreprises, à savoir s'il y a un employeur mis à disposition de ses salariés une flotte qu'il achète ou qu'il loue, il a droit à une réduction d'impôt vélo. Et c'était normalement
jusqu'en 2024, et là c'est prolongé Ils sont jusqu'en qu'à donner 2027. les vélos directement. À partir La de réduction combien impôt, c'est de 25% du vélos, prix d'achat. Et Une de réduction la 25%, location. voilà. Ou de la location si vous voulez. À partir de combien de vélos Et ils ont dit une flotte, c'était 3 je crois. Mais Ouais, je sais plus. Les salariés Ouais. payent combien d'avantages en nature? A priori, il n'y a pas Il y a pas d'avantage d'avantage, nature. Il n'y a pas d'avantage nature. Pas sur le Ouais, vélo. a priori, il n'y a pas sur le vélo. Excusez-moi, donc du coup, ça veut dire qu'on achète des vélos, c'est donc déductible, et après, il y a les crédits d'impôt. oui. Mais En il faut plus. il en faut 3. Après, si vous avez en ville où les salariés peuvent prendre des vélos, autant. C'est à évaluer, quoi. On a mis un garage à vélo derrière pour inciter Ouais, les mais gens y a à pas venir en beaucoup de vélo, vélos mais dedans. La météo est pas avec vous. Non, non. Ouais, ça doit être pour ça, ça doit être pour On ça. va installer en hiver. Cet été, vous allez voir, il va être plein, il va être plein. Ça va être le Tour de France. C'est raison, j'avais pas pensé à ce détail. Accident de travail. Je vais acheter les parapluies en même temps. Ouais. Ouais. Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, on n'en parle pas beaucoup. Il devait s'arrêter en 2023, il est prolongé jusqu'en 2026. Alors c'est quoi? C'est un dispositif qui s'adresse notamment aux jeunes entreprises innovantes, mais pas que, aussi à des structures qui sont dans la production et qui sont capables de produire en petite quantité, petite série, des commandes pour leurs clients. Et ils sont assimilés à des artistes, métiers d'art, artisans avec la bonne connotation. Et donc, en fonction des dépenses engagées, du personnel qui est affecté à ces activités-là, ils peuvent prétendre jusqu'à un crédit d'impôt qui peut s'élever à 30 000 € par an. Alors, pour ça, il faut suivre en détail toutes les séries produites, le personnel qui a été affecté, mais le crédit d'impôt est quand même de 30 000 € par an. Donc, c'est pas négligeable. Et c'est intéressant de s'y pencher. Pour les entreprises du secteur du bois, notamment, qui ont bénéficié chez nous, de la métallerie. Facturation électronique. Bon, alors, pour ceux qui étaient là l'année dernière, je vous avais annoncé que c'était pour cette année. Et ne me croyez pas que je suis une menteuse, mais en fait, l'État a considéré qu'en fait, il n'était toujours pas prêt. Alors oui, il n'a même pas sélectionné la liste des... Si, on a une première liste. Ça y est, elle vient de sortir. Oui, elle est sortie. Elle est Mais partielle. là, Partielle. récemment. Oui, il y a quelques semaines. En décembre. Du coup, la liste de ceux qui seraient ces intermédiaires pour la diffusion des factures électroniques, aux dernières nouvelles, elle était incomplète, donc pas définitive. On n'a pas définitive. Donc on n'est pas rendu. Alors, surtout, ce qui nous manque, c'est la plateforme publique qui est en retard, d'accord? Donc, très en retard. Les PDP, Les logiciels sont pas à jour. Développé par les mêmes équipes que celles de l'INPI, donc c'est pour ça qu'il y a des difficultés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, ce qu'ils annoncent, c'est qu'au 1er septembre 2026, toutes les entreprises vont pouvoir recevoir des factures électroniques. Et au 1er septembre 2027, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, devront émettre des factures électroniques. Par contre, indépendamment des contraintes de l'État. Parce qu'en fait, l'objet, c'est quoi? C'est à la base, l'État est très intéressé pour maîtriser les flux. Je vous rappelle le principe, c'est que toute facture que vous allez émettre va aller sur une plateforme sur laquelle l'État aura la main. D'accord? Enfin, en tout cas, la main, en tout cas, l'œil. Okay? Donc par définition, dans ce système-là, toutes les opérations B2B seront connues de l'État. Et tout ce qui est le B2C, il y a un système de déclaration des caisses. Les caisses enregistreuses, quand vous allez dans un magasin, la caisse enregistreuse, là, va faire du déclaratif, c'est le e-reporting, du déclaratif pour envoyer les stacks de caisse à l'État. Tous les 15 jours. D'accord? Pareil. Donc cette plateforme, elle est énorme. Normalement, c'était un peu le système Chorus Pro qui devait être étendu. Et D'accord? pour les entreprises, c'était en instantané. La facture émise à un professionnel était envoyée en instantané à l'État. Les caisses, c'est pas une déclaration C'était une remontée tous les 15 hebdomadaire. jours. La quinzaine, moi j'étais sur la Moi, j'étais quinzaine. sur la quinzaine. Après, ça peut changer. J'ai vu passer un truc hebdomadaire. mais- Moi, j'étais sur la quinzaine. Bon. En tout cas, ça ne marche pas encore et la plateforme n'est pas prête. Bon. C'est pas vraiment. Alors, par contre, c'est un enjeu important pour les entreprises parce que, au-delà de l'obligation fiscale, il y a un enjeu d'organisation pour les entreprises. C'est-à-dire que concrètement, dès lors que vous allez recevoir des factures au format facture X, vous allez pouvoir les traiter de manière complètement différente du traitement des factures. D'accord? Donc, vous allez être concerné dans les entreprises comme nous, on va être concernés dans les cabinets parce qu'on va recevoir de la donnée informatique, on ne va plus traiter de la pièce papier ou du PDF, mais on va traiter de la donnée numérique. D'accord? Donc, il va falloir s'organiser, pour que vos logiciels de
facturation soit adapté, mais normalement tout logiciel de facturation, s'il ne veut pas être exclu du marché, va s'adapter à la facture électronique, sinon il est mort, d'accord, puisque personne n'utilisera ce logiciel-là. Et en même temps, il faudra être capable, vous, d'émettre, de recevoir et d'intégrer dans la compta de la donnée plus de la facture, d'accord. Donc tout le process de traitement de la chaîne de facturation va être complètement modifié, d'accord. Et ça, c'est un gain de temps énorme pour les entreprises. Donc, plus les entreprises passent à la facture électronique rapidement, mieux c'est à mon avis pour elles, d'accord, indépendamment de la contrainte fiscale. Donc la contrainte fiscale, je pense qu'il ne faut pas y aller à reculons, on va y aller quoi qu'il arrive, d'accord. Donc je pense qu'il faut réfléchir déjà à comment... Et c'est quoi la contrainte fiscale? À la contrainte fiscale, c'est simplement le jour J, vous aurez l'obligation de transiter par la plateforme. Donc en fait, simplement, avant vous faites ce que vous voulez, d'accord, vous vous organisez, vous préparez, vous pouvez déjà envoyer des clients des factures au format facture X1, d'accord. Simplement, le jour J, votre facture, elle devra suivre un chemin particulier, d'accord, chemin obligatoire. Avant, vous prenez n'importe quel chemin et vous faites ce que vous voulez, d'accord. Par contre, le jour J, il faudra être prêt, ok. Mais je pense qu'en termes d'organisation, c'est un schéma qui est important. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir beaucoup plus d'informations, c'est-à-dire que les informations sur les quantitatifs que vous avez sur vos factures, vous allez pouvoir les récupérer de manière automatique dans votre gestion de production, d'accord ? Dans votre gestion de production, dans votre gestion administrative, toutes les quantités, tous les prix individuels. Merci David. C'était pour voir si on dormait. Voilà. Dans ces nuits qui commençaient à s'endormir, donc il partait en arrière. Et donc, tout le détail des factures, au lieu dans une compta où vous traitez aujourd'hui leur taxe, la TVA, le TTC, demain on va pouvoir utiliser les données qui vont être dans la facture. On va avoir un logiciel assez intelligent pour traiter les Et données. oui, mais ça commence Ça va coûter cher en oui, abonnement de logiciel. Oui, mais inversement, tout le temps administratif que vous allez gagner sur le traitement de la facture, d'accord, et le paiement électronique qui va aller derrière. Parce que aussi derrière, ce qui se passe, c'est que les paiements électroniques vont aussi se développer. Concrètement, dès lors que vous avez validé la facture, le paiement pourra être automatisé. Donc, Fidakiten va nous coûter moins cher. Et Fidakiten, nous, c'est une révolution dans notre métier, oui, bien sûr. Bien sûr. Le métier de comptable, c'est pas un métier d'avenir, je peux vous le dire. Hein. Donc, le gars qui fait de la saisie. Il y a des emplois qui vont disparaître. Il y a des emplois qui vont disparaître. Mais comme souvenez-vous à l'époque, moi je me souviens d'aller au centre des impôts de Senon, vous aviez des gens qui saisissaient les déclarations de TVA. Je voyais des gens qui saisissaient, ils recevaient des déclarations de papier, ils saisissaient les déclarations de TVA. Ces postes-là, ils ont disparu. Et les déclarations d'impôts sur le revenu aussi. Oui, je me souviens, j'avais des nièces qui avaient été embauchées pour des jobs d'été pour saisir des déclarations de revenus. Voilà. Tous ces emplois-là, ils ont disparu. Donc, alors, les gens qui saisissaient les déclarations de TVA, maintenant, ils les mettent au contrôle, ce qui fait qu'on a parfois des questions d'administration fiscale qui sont un peu originales, parce que le gars, c'est pas forcément pas des vedettes qu'on a là. Mais pareil, dans les services comptables, les métiers vont changer. Hein. Les services comptables chez vous comme les services comptables chez nous, hein, c'est clair. D'accord ? Et ça sera applicable à l'administration aussi, on nous paye plus rapidement. Alors, là, excusez-moi, vous appelez Bruno Le Maire, s'il vous plaît, d'accord ? Je ne répondrai pas à cette question. Enfin, pouvoir nous payer à 30 jours. Ouais, ils ont fait des progrès, mais bon, c'est pas ça encore. Vous avez remarqué que c'est pas marqué que c'est le 25 décembre, hein, c'est pas le Père Noël. Non. Faut pas croire. Non. Alors, C'est ni le 1er avril. Alors, c'était assez drôle parce qu'en fait, ça a été annoncé juste avant le congrès de l'ordre des experts comptables, d'accord ? Donc, 2-3 jours avant, et le thème du congrès, c'était sur le numérique, la facture électronique, etc. Donc, 2-3 jours avant, il y a Bercy qui annonce que c'était décalé. Donc, que c'était décalé, d'accord ? Donc, le premier truc qu'ils font, ils trouvent un haut fonctionnaire de Bercy qui intervient en visio à distance pour expliquer que... D'accord. Donc, le premier jour, on a un haut fonctionnaire de Bercy qui nous explique que c'est compliqué, que c'est machin, que les entreprises ne sont pas prêtes et que, alors, surtout pas l'État qui n'est pas prêt, en fait. D'accord. Donc, on a ça. Et le lendemain, il y a Bruno Le Maire qui vient en personne, en physique au congrès, qui dit « Vous allez voir ce que vous allez voir, je suis ministre et l'administration va suivre. » D'accord. C'était assez rigolo le décalage qu'il y avait entre le discours de son haut fonctionnaire la veille et bon, c'était assez drôle. Allez, on passe. La taxe sur l'immatriculation de véhicules. Bon, en gros, je vous la fais courte, ça va coûter de plus en plus cher. Quand on a un véhicule polluant. Vous en doutez, oui. Voilà. En gros.
Alors, ils ont des mots très compliqués, ils ont inventé des tas de termes sur les émissions Mais en fait, en gros, ça coûte de plus en plus cher. En fait, c'est très clair. Depuis quelques années, il y a une tendance, c'est-à-dire le niveau, il change le curseur du bonus-malus. D'accord ? Donc, il faut de moins en moins de grammes de CO2 pour être au point zéro. D'accord ? Ouais. Sans compter une taxe qui intervient de plus en plus maintenant, c'est le poids du véhicule. Vous avez vu, Ouais. la notion de poids, c'est un grand débat. Vous avez vu à Paris, ils viennent de faire une votation citoyenne là, sur lequel ils triplent le stationnement si votre voiture elle fait plus de 1,6 tonne ou 2 tonnes selon que c'est. D'accord ? Ouais. Donc là, il y a une tendance. Alors c'est vrai que la masse des véhicules a augmenté et la consommation a augmenté du fait du poids, alors que les moteurs sont plus économes. Donc c'est pas parce que vous avez un véhicule hybride que vous allez être exonéré, parce qu'en fait, vous pouvez vous faire avoir, quelqu'un vous présente un véhicule hybride, mais en fait, il émet des taux d'émission de CO2 qui sont supérieurs à une certaine norme, et donc c'est assimilé à un véhicule thermique. Donc les mêmes taxes, les mêmes pénalités que les véhicules thermiques. voilà, donc ça c'est tous les ans on a une modification de la taxe d'immatriculation. Le vélo, ça émet moins. Ouais, Pour c'est l'instant, vous comprendrez, le crédit vélo, l'intérêt du crédit vélo. Hein, c'est moins d'accord. C'est hors véhicule utilitaire. Oui. Les utilitaires sont pas Ouais. concernés. Non, que les véhicules 5 places. Taxe sur ça c'est la continuité, Ouais, taxe sur l'affectation des véhicules à des fins économiques. Ouais. Enfin, il y a des tas de nouveaux mots de taxes qui s'accumulent. Suppression. Ah, il y a Alors, une suppression. oui. Alors, l'année dernière, vous avez encore d'ailleurs, je suis une menteuse, hein. Je vous avais bien annoncé qu'on allait supprimer la CVAE en 2024. Ah ben en fait, ils ont réfléchi. Ils ont dit non, en fait, ça va être décalé jusqu'en 2027. Mais on est généreux. Ceux qui avaient une cotisation forfaitaire minimum, c'est-à-dire 65 € cette année, ce sera la dernière année pour vous. L'année prochaine, il y aura plus d'appels de cotisation forfaitaire minimum. Merci. 65 €. D'ailleurs, je me rappelle le nom encore. Donc en gros, ils vont faire des économies de temps en ne traitant plus les petites déclarations forfaitaires, comme ça le temps de traitement du dossier sera raccourci. Ils vont continuer à appeler la cotisation sur la valeur ajoutée sur certaines entreprises. Ils sont en train de réfléchir pendant 3 ans à ce qu'ils vont mettre à la place. Voilà. Par contre, ça n'avait pas diminué de moitié encore quand même. Comment ? Ça n'avait pas diminué de moitié avec les vélos encore. Si, c'est Progressif. progressif. Au lieu d'une suppression totale, c'est une Ouais. dégressivité de la suppression. Voilà. Oui, en pratique, c'est ça. La révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Alors là, c'est encore un petit tour de passe-passe. Ils ont fait une enquête pour les locaux professionnels. Ils ont demandé à tous de compléter des questionnaires. Mais ils n'ont pas encore eu le temps de les exploiter. Alors en fait, on a eu il y a deux types d'enquêtes. Il y a eu quelques années une enquête qui visait les propriétaires fonciers qui ont été obligés de déclarer donc, la consistance pour remettre à plat les bases des taxes foncières, qui était un vrai sujet. Les bases sont fausses, hein. On le sait pour les locaux d'habitation. Vous savez, vous avez des appartements anciens en plein centre-ville qui payent beaucoup moins cher qu'une maison récente, par exemple. Ça, c'est bien connu. Et c'est la même chose pour les locaux professionnels où l'administration fiscale a une méconnaissance totale de la consistance des locaux. Et D'accord ? ça sert aussi notamment à établir les bases de la CFE. Voilà. Oui, parce que c'est la même base. Hein. Vous compreniez bien la finalité. Donc aujourd'hui, ils avaient annoncé que c'était applicable, ça n'est pas, 2026, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'analyser les résultats. On décale. Voilà. Et on a aussi une autre déclaration qui s'appelle DEC loyer, où sur lequel, là, c'est le locataire qui doit déclarer, en fait c'est nous qui faisons pour le compte des entreprises cette déclaration-là, où on doit déclarer qui est le propriétaire et le montant des loyers, pour qu'ils essayent de recoller les déclarations, et ils ont un petit peu de mal là, si tu veux. Ouais, ça se matche pas bien. Alors, ceci dit, il y a un jour, ils vont finir par y arriver, parce qu'ils Ça peut progressent faire mal. ils progressent beaucoup en informatique, et on voit quand même des augmentations de bases de taxes foncières qui sont dans certains cas assez importantes. Ça veut dire qu'il y a des fois où ça vaut la peine de faire, il y a des structures spécialisées dans l'audit des taxes foncières. Si vous avez des taxes foncières qui sont importantes, ça vaut la peine de faire vérifier que la base de calcul de la taxe foncière est bonne. Ça marche. D'accord ? Ouais. Ouais. On a des cas de figure chez les clients sur lesquels on a fait auditer par des spécialistes de la taxe foncière la base de la taxe, et il y a eu des restitutions de taxes qui peuvent être intéressantes. Et ça enchaîne aussi sur la CFE. Ça peut enchaîner sur la CFE. Mais Ouais, c'est ça enchaîne. complètement lié. Oui. Donc taxe Taxe foncière et foncière CFE, enchaîne sur la CFE. Oui, sont- alors sous réserve que les bases de l'administration fiscale soient bonnes. Parce que parfois, il y a des bases de taxes foncières. En fait, comme ils ne savent pas qui est locataire dans le bâtiment,
on se rend compte que la taxe foncière payée par le propriétaire ne se recolle pas avec la CFE des locataires. Oui, c'est vrai. D'accord. C'est bien fait. Hein. D'accord. Ouais. Et on est bien placé pour le savoir, parce que pour ce bâtiment-là, c'est le cas. D'accord. Donc en fait, on l'a fait faire pour ici, et en fait, on s'est rendu compte qu'on était gagnant sur la base de taxes foncières Et perdant. et perdant sur la CFE. De toute façon, C'est la CFE parce que la connaissance qu'ils avaient des locataires était fausse. Donc leur base était fausse. ok. Donc on s'est dit, on fait quoi? Ben, on a dit, on fait rien. D'accord. Parce que ça sert à rien de perdre de gagner sur la taxe foncière pour perdre sur la CFE. Je passe. Hop. Alors là, on passe sur les mesures sociales applicables aux entreprises. Et ils veulent uniformiser les règles de décompte des effectifs. Donc, ils vont tout uniformiser pour que ce soit celles prévues par le Code du travail. Il y a des tas et des tas de règles de décompte, soit en URSSAF, soit en... Et là, ils veulent uniformiser. Il y avait déjà eu des débuts d'harmonisation, mais continue. Et alors, un focus sur le contrôle fiscal et social. Alors, ils ont trouvé des nouvelles idées pour cette année. Je vais vous les présenter. Alors, la peine complémentaire des privations d'avantages fiscaux. Donc, quand on est condamné à un délit fiscal, maintenant, ils ont trouvé que ce n'était pas suffisant, la sanction. Donc, tous les crédits d'impôt futurs sur les 3 prochaines années, le contribuable n'y a plus droit. Ah oui. C'est logique, double punition. Donc ça, c'est une mesure applicable. Ensuite, le délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale. Donc, si on veut empêcher qu'il y ait de la fraude, il faut empêcher à la source. Donc, ils vont s'attaquer à ceux qui contribuaient, pour les particuliers, à mettre en place des systèmes de fraude. Donc, en gros, ceux-là qui présentent des outils d'évasion fiscale, des outils divers et variés qu'ils ont inventés, ils vont être sanctionnés, ils vont être poursuivis avec une peine qui va jusqu'à 3 ans de prison et 250 000 € d'amende. En fait, c'est une aggravation des sanctions de la complicité pour fraude fiscale. Ça vise notamment, alors vous savez, les banques d'affaires qui sont amusées à faire des montages, à préconiser, à vendre des montages fiscaux un peu olé olé. C'est eux qui sont visés là, d'accord? C'est pour leur dissuader d'avoir des mauvaises idées. Oui, les banques d'affaires aussi, les banques qui visaient. Le transfert du recouvrement des contributions indirectes à la DGFiP. Alors là, c'était pour rationaliser la collecte de l'impôt et des taxes. La DGFiP collecte quasiment la totalité des taxes en France. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Donc, il y avait encore certaines taxes qui étaient collectées par les douanes. Vous savez. Donc les douanes sont décidées. Les douanes maintenant font que du recouvrement de tout ce qui est du contrôle, mais tout ce qui est les tarifs douaniers, tout ça, c'est centralisé. C'est des impôts centralisés. Ce qui n'est pas complètement aberrant sur le plan du fonctionnement. non, ça reste c'est plus rationnel. Contrôle fiscal et nouvelles technologies, alors ça c'est amusant. Du coup, si un inspecteur des impôts veut faire une enquête fiscale, donc les agents du fisc et les agents des douanes ont le droit de collecter des données qui sont sur les réseaux sociaux. À partir du moment où ils n'utilisent pas un système automatisé de reconnaissance faciale qui permettrait de filtrer Internet rapidement. Et donc s'ils tombent sur une photo ou une vidéo qui est en contradiction avec la déclaration du contribuable, ils peuvent l'utiliser dans le cadre de leur contrôle. D'accord. Et c'était censé s'arrêter en 2023, mais non, apparemment ça marche, donc c'est prolongé pour 2 ans. Donc la piscine, on ne pourra plus la laisser. Là déjà il y avait les... Ça a déjà été fait. Non, mais je crois qu'ils ont Il y avait Maps, 20 000 piscines qu'ils ont redressées grâce au contrôle par Google Maps, c'est terrible. À la petite virgule près que visiblement, puisque j'ai eu la discussion un peu tard qu'hier après-midi avec une élue côté de Libourne, visiblement le satellite et l'intelligence artificielle se plantent régulièrement. Ah bon. Elle leur a déclaré des choses mais totalement hallucinantes. C'est étonnant. Et donc Quand ça a la donné météo est lieu... pas bonne et qu'il y a des flaques. Quand il y a des nuages, oui, ça marche pas, je suis d'accord. Il y a des flaques. Donc il y a des flaques. Visiblement, Des fausses piscines. c'est pas au point. Visiblement, d'après ce qu'ils avaient annoncé, ils en avaient quand même retoqué un certain nombre. Ouais. Mais c'est vrai que c'est avec Internet, maintenant, vous faites plein de trucs. Moi, je suis allé pour un problème de permis de construire à la métropole. En fait, ils ne se déplacent plus. Ils sont sur Google Maps, ils regardent la façade en disant ils regardent au-dessus, ils regardent en dessous. Enfin, voilà, Ça va plus vite. Ça va plus vite, c'est terrible. Ils peuvent sauter plus de dossiers.
c'est pas fini, hein. Il y en a encore. Aviseurs fiscaux. En fait, un aviseur fiscal, c'est quelqu'un qui renseigne l'administration fiscale. Donc en fait, il est C'est récompensé. Mouchard, le délateur. Et du coup, il continue avec ce système parce que apparemment ça marche. C'est rentable, c'est tout. Hein. Mais Ah ouais. Vous avez eu chaque Un salarié. C'est payé par Un salarié. Mais un voisin, ça peut tout et n'importe quoi. Ah ouais. Votre comptable. Ah non, non. Comment est-ce que vous croyez qu'on fait du résultat? Attendez, oh. Et si Non, mais c'est c'est- faux, si la déclaration est fausse? Si Ils la sont dé- récompensés. Non, alors si l'information donnée est fausse, Ouais, oui, il n'y a pas forcément pas d'annulation. Diffamation. La lit, oui, c'est ça. Le délit de facilitation à la fraude sociale, c'est le Ouais, pendant, c'est le pendant de ce qui avait été mis sur le plan fiscal. Voilà. Donc en fait, toutes les sociétés, les personnes qui se mettent à vendre, commercialiser des systèmes pour percevoir indûment des prestations, pour faire des fausses déclarations pour ne pas payer de cotisations, en fait, ils vont être poursuivis. Les mêmes peines que pour l'incitation à la fraude fiscale. C'est le cas par exemple des entreprises qui se montent, qui ne reversent pas les cotisations sociales et qui disparaissent. Donc le dirigeant de ce type d'opérations qui font de la fraude sociale peut être visé par ce système-là. Ça se densifie depuis 2-3 ans. Il y a énormément de mesures avec la loi de finances qui sortent sur la prévention, la fraude, les techniques de recouvrement. Et enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a fait un flanc. La sécurité sociale devait contrôler et percevoir Récupérer, ouais. les cotisations Agirc Arco. Alors j'explique pourquoi. Hein. Aujourd'hui, les caisses retraite mettent 5 ans à comprendre les cotisations qu'elles ont perçues. Donc aujourd'hui, on reçoit au cabinet des demandes de renseignements sur les cotisations versées en 2019. Et évidemment, ce qu'ils ont en récap est totalement faux. Je rappelle aussi qu'ils ont uniquement 2 lignes de cotisation, tranche 1, tranche 2. Donc il y a un truc qui m'échappe. Donc ils sont même pas en mesure de déterminer quelle est la bonne tranche et les bons salariés. Donc moi je trouvais que c'était censé que ça soit transféré aux URSSAF qui est quand même plus performant et plus réactif. Mais apparemment ça a fait... Il y a des enjeux de pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le régime ARCO et Agirc, c'est un régime paritaire, co-géré par les employeurs et les salariés, ce qui n'est pas le cas de l'URSSAF. Il y a des groupes de Mais il y a un pression. enjeu de pouvoir. Bénéficiaire. Et voilà. Et après, effectivement, il y a des histoires de gros sous. C'est comme vous savez, les caisses professionnelles qui veulent être, qui risquent d'être absorbées par d'autres régimes. C'est aussi le problème de la mutualisation des ressources financières et des réserves des organismes. Donc ça a été abandonné pour l'instant.